Je voulais juste vous parler de la situation des enfants placés, où on peut dire ils sont placés, donc ils sont protégés, mais souvent ça s'arrête là. Alors je vois quelqu'un qui fait non, c'est vrai que parfois ils ne sont pas protégés. On va même s'en tenir qu'à la situation d'enfants qui sont protégés. Hein. Comme on en a quand même de temps en temps, où ils sont placés dans une famille d'accueil et ils sont protégés de leur famille maltraitante, et par chance, et il y en a quand même pas mal, c'est une bonne famille d'accueil. Mais il se passe ce qu'évoquait Hélène Romano, c'est qu'à partir du moment où ils sont placés, on oublie pourquoi ils ont été placés. C'est-à-dire que les violences qui sont à l'origine du placement disparaissent des préoccupations de la prise en charge et disparaissent de leur histoire. À plusieurs titres. Déjà, ce qui m'intéresse là, c'est, et justement quand c'est des petits, c'est que finalement les personnes qui vont avoir un rôle le plus important pour les aider à se reconstruire, c'est la famille d'accueil ou les éducateurs de foyer. Et le plus souvent, ces familles d'accueil ou ces éducateurs de foyer n'ont que très peu d'informations, quand ils en ont, sur ce qu'ont vécu ces enfants avant d'être placés. Donc déjà, ils sont dans une situation où ils peuvent être confrontés à des comportements, des symptômes des enfants qui ne font aucun sens pour eux puisqu'ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Deuxièmement, alors ça c'est peut-être énorme ce que je vais dire parce qu'on n'y pense pas, mais c'est pour moi scandaleux, ces familles n'ont aucune information sur les effets des violences, sur le psychotraumatisme. Donc non seulement elles ne savent pas, mais en plus, à supposer qu'elles savent, elles n'ont pas les outils pour comprendre. On leur fait quoi comme commande à ces familles ou à ces éducateurs? On leur fait une commande éducative, c'est-à-dire qu'on attend, j'ai envie de dire, qu'ils redressent l'enfant ou qu'ils rééduquent l'enfant, c'est-à-dire que les enfants soient polis, propres, se tiennent bien, travaillent bien à l'école, ne mentent pas, ne volent pas, enfin, etc. Soit des bons enfants, et j'ai l'impression qu'on leur demande, c'est en fait de permettre à tout le monde d'oublier l'histoire de ces enfants. De temps en temps, il y a un suivi thérapeutique qui est proposé à ces enfants, mais ce n'est pas systématique, et c'est très rare que ça soit un suivi thérapeutique qui soit spécifique sur la question du psychotraumatisme et des violences. Même le suivi thérapeutique peut d'une certaine manière être utilisé aussi à des fins, je dirais, éducatives, c'est-à-dire à lisser ces enfants, à les rendre convenables, fréquentables, je ne sais pas comment il faudrait le dire. Je disais que les personnes qui sont donc le plus au contact avec ces enfants n'ont pas les outils, c'est-à-dire que vous parliez de caregiver, ces familles d'accueil qui sont en fait en soi un outil thérapeutique formidable, puis si elles ne sont pas maltraitantes, on est bien d'accord, qui sont en soi un outil thérapeutique formidable, puisqu'au quotidien, elles vont s'occuper de l'enfant, au quotidien, elles vont donner le bain à des enfants qui ont pu être victimes de violences sexuelles, elles vont habiller des petits-enfants qui ont connu des coups, donc elles vont être en contact direct avec le corps, avec ce corps qui a cette mémoire. Elles ne savent rien. C'est-à-dire, si à ce moment-là, l'enfant entre en crise et jette tous ses vêtements à travers la chambre en hurlant, la famille d'accueil, le plus souvent, n'a aucun moyen de donner sens à ce symptôme. Parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il a subi. Et en plus, et éventuellement, quand on lui a dit, on ne lui a pas dit que c'était une réaction post-traumatique significative de réagir comme ça au moment où on l'habille. Donc, elle n'a pas à ce moment-là la possibilité de parler avec l'enfant de ce que peut lui remémorer ce moment particulier, de à quoi ça peut renvoyer, de l'apaiser, etc. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que dans le meilleur des cas, et on est d'accord qu'il n'est pas si courant que ça, on va avoir affaire, parce qu'il y a des gens comme ça, qui sans être formés ont ce génie humain d'être proche, d'être sensible, d'être empathique. Bon, dans le meilleur des cas, rare, la mère d'accueil ou le père d'accueil va être ému, touché, comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, prendre son temps, essayer de comprendre, essayer de rassurer, etc. Dans la plupart des cas,
le parent d'accueil va se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, cet enfant est insupportable, j'y arrive pas. » Il faut rappeler qu'il est un professionnel, donc on va un jour lui demander des comptes sur la façon dont il arrive à s'occuper de ses enfants. Et il se peut très bien que si, en plus, ce parent d'accueil a quelques failles personnelles, ça soit en tout cas le démarrage ou d'une réédition des maltraitances. Alors, bon, je dirais il y a des degrés, hein, ça peut être simplement tu as un enfant insupportable, c'est vrai que c'est pas très méchant, par contre, dans le contexte, ça peut avoir un effet extrêmement délétère sur cet enfant. Une autre dimension qui me paraît importante, c'est toujours sur cette ignorance, c'est que on peut trouver dans une famille d'accueil un enfant adolescent, enfin un adolescent qui a été victime de violences sexuelles, qui n'est pas traité, on est bien d'accord, et qui est travaillé par la mémoire traumatique de ces violences qu'il a subies. Et dans cette même famille d'accueil, va être placé un autre enfant. Allez, on va faire simple. Le premier est un garçon, le deuxième est une petite fille qui a 6-7 ans, qui elle-même aussi a été victime, elle-même a des traumatismes, des symptômes post-traumatiques. La famille d'accueil, elle sait à peu près pourquoi ils ont été placés. Elle ne sait toujours rien des mécanismes du psychotrauma, des mécanismes de répétition, soit en termes d'exposition, soit en termes de réédition des violences. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand agresse la petite. Et donc, même si la famille d'accueil était, on pourrait dire, a priori pas maltraitante et avait des intentions protectrices, la petite va être réagressée dans son lieu de protection et le garçon va entrer peut-être là dans une carrière d'agresseur sexuel. Ce qui est souvent invoqué, non, c'est pas nécessairement dit de façon explicite, mais très souvent, je pense qu'il y a l'idée que ça serait trop lourd pour les éducateurs ou pour les de foyers, donc qui sont au quotidien avec l'enfant, ou pour les familles d'accueil, de connaître toutes ces histoires horribles et que ça pourrait les gêner dans leur prise en charge, que ça serait trop envahissant. Mais de toute façon, c'est trop envahissant, puisque c'est envahissant par les symptômes de l'enfant. C'est au quotidien dans la vie avec l'enfant. Sauf qu'au lieu qu'il soit possible aux professionnels de penser ces informations, de se servir de ces informations, d'une certaine manière, avec des gros guillemets malgré tout, mais d'une certaine manière, on traumatise les professionnels avec les traumatismes des enfants, au lieu de leur permettre de faire un travail d'analyse, de gestion du stress, enfin, d'avoir des comportements adaptés par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Il y a aussi une idée peut-être de pudeur, que ça serait pas, voilà, que ça serait un peu gênant, hein, d'expliquer à ces professionnels toutes les horreurs qui ont été commises contre les enfants. Je pense, enfin, excusez-moi, je suis pas très claire et je me répète un peu, mais il y a la question des tout petits qui, eux, ne pourront même pas expliquer eux-mêmes à la famille d'accueil si celle-ci est ouverte et accessible. Ils pourront même pas eux-mêmes expliquer ce qu'on leur a fait. Donc, dans ces cas-là, c'est encore plus grave. Et puis, il y a un dernier point de ces situations-là qui a aussi été évoqué précédemment, c'est l'isolement des différents acteurs du champ de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que, en général, les informations sont morcelées. Celui qui en sait le plus, en général, c'est l'éducateur ASE. Hein, mais l'éducateur ASE, il n'est pas au quotidien avec l'enfant. Et du coup, ce morcellement des informations, pour moi, entre en résonance avec le clivage post-traumatique de l'enfant. Et au lieu d'aider l'enfant à se rassembler avec toute son histoire, alors une histoire qui est généralement pas complète au moment du placement, qui va aussi se raconter dans les symptômes, sauf qu'il va y avoir la déperdition du fait que les familles d'accueil ne savent pas toujours que faire des symptômes et ne savent pas, du coup, retransmettre aux professionnels de l'ASE, aux thérapeutes, ce qu'ils ont pu observer et qui seraient des éléments extrêmement précieux pour travailler avec l'enfant.
Donc, c'est tout ce que l'enfant peut communiquer va être éparpillé, parce qu'il y a des choses qu'il pourra dire au thérapeute. Bon, il y a des choses que il y a des choses, j'arrête. Il y a des choses que saura la famille d'accueil, mais ça restera dans la famille d'accueil, parce qu'en plus la famille d'accueil dira tiens, ben, c'est la preuve que je suis peut-être pas une très bonne famille d'accueil, puisque ça se passe si mal. Il y a des choses que saura l'éducateur il y a des choses que saura le juge des enfants, et toute cette histoire de l'enfant restera éclatée au même titre, je dirais, que son psychisme restera éclaté. Bon, j'arrête là. Désolée, je n'avais pas fait ce